Allez, pendant que tout le monde s'installe, je vais vous présenter les intervenants de cette table ronde de l'après-midi. On va parler de l'engagement individuel à l'engagement collectif pendant une petite heure, 1h10. Et puis comme hier, on vous donnera la parole, comme ça vous aurez la possibilité d'interpeller nos intervenants. Clarisse Lan, adjointe au maire de Montauban et conseillère communautaire et déléguée au contrat local de santé et CLSM, qu'on va entendre dans quelques instants. Jean-Arnaud Lissalde, vice-président de la Fédération française des diabétiques. On a également Laurie Ménard, qui est jeune diplômée en communication santé. On a Laurie et Laura. Laura Austruy, qui est animatrice du pôle d'appui et de ressources handicap au Franca du Lot. On parlera transmission avec Bernard Pradine, représentant des usagers auprès de l'ARS, ancien gériatre. Et on attend donc Philippe Bégou, qui est le président Fonda Sud-Ouest, qui va nous rejoindre en cours de route. Allez, de l'engagement individuel à l'engagement collectif, comment réinventer l'engagement au service de la santé? Quelle perspective et prospective pour l'avenir? Modèle associatif pour demain? Quelle vision de l'engagement et quelle représentation de l'usager dans les instances de démocratie sanitaire? Je voudrais qu'on donne la parole à Clarisse Lan, qui est donc, je l'ai dit, adjointe au maire de Montauban, ou à Madame le maire de Montauban, conseillère communautaire et déléguée au contrat local de santé. La première question que j'ai envie de vous poser, Madame Lan, c'est de savoir quelle est la politique de la ville de Montauban afin de dynamiser ce secteur associatif de la santé. Alors l'engagement au niveau donc, de la politique de santé, il est au travers, donc, vous l'avez dit, du contrat local de santé, mais aussi du conseil local en santé mentale. Contrat local de santé que nous avons souhaité donc signer depuis déjà 2017 et que nous avons souhaité être adjoints automatiquement à un conseil local en santé mentale, puisque c'est deux entités un petit peu différentes mais qui se rejoignent beaucoup. Et au-delà d'avoir donc un axe principal sur la santé mentale dans le contrat local de santé, il nous apparaissait important d'avoir un conseil local en santé mentale où là nous avons la liberté, je dirais, de l'organiser comme on le souhaite. Parce que sur le contrat local de santé, bien c'est une instance qui est copilotée par l'ARS, donc politique publique, et donc qui a ses limites. Et nous essayons là de les faire avancer, puisque nous sommes sur le bilan de ce contrat local de santé 2017-2022, avec la signature d'un contrat local de santé deuxième génération pour 2023-2028, toujours en partenariat avec l'ARS, puisque malgré tout c'est bien, l'ARS participe puisqu'il finance à 50% le poste de coordinateur. Mais d'emblée, en 2017, nous avons souhaité impérativement qu'il y ait aussi ce conseil local en santé mentale qui nous permet, lui, d'être un petit peu plus libre et de nous organiser un peu mieux. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que sur le contrat local de santé, pour le moment, nous n'avons pas encore les usagers qui siègent. Ça fait partie des souhaits. Pour le projet, et ça fait partie, entre guillemets, des négociations, parce que c'est pas dans les textes. Voilà ce qui nous est répondu. Donc le contrat local de santé, c'est vraiment une émanation des politiques publiques, comme je vous le disais, et c'est un partenariat avec l'ARS à 50-50. Donc je sais que là, je parle à des gens qui vont m'entendre, et nous, on porte ça pour que justement les usagers puissent siéger avec nous au niveau du contrat local de santé et d'être vraiment partie prenante. Alors, on fait participer les usagers. Hein. Oui, ça va se faire. Mais on va les faire à quel horizon? Dès 2023. Dès le contrat local de deuxième génération qu'on va signer fin d'année, début d'année prochaine. Mais nous, on les associe quand même, rassurez-vous, au travers des partenariats qu'on a avec toutes les associations avec lesquelles on travaille dans ce contrat local de santé. Donc, ils sont quand même associés, mais ils ne sont pas sur nos copies, ils ne sont pas sur toutes nos réunions. Mais c'est une chose qui va venir. Je crois que ça vient du fait aussi, tout à l'heure je discutais avec quelqu'un en arrivant là, puisque je suis arrivée vers 2h moins le quart. D'abord, ce contrat local de santé nous a permis de connaître tous nos partenaires. Parce que ce qu'il faut savoir, je sais que vous ici vous êtes motivés, vous savez qu'il faut vous faire connaître. Mais malgré tout, moi élu de la ville, tous les jours ou presque, je découvre une nouvelle association. Les associations, quand elles se montent, si elles n'ont pas besoin de subventions, elles ne viennent pas forcément se présenter à la collectivité, que ce soit à la ville ou au Grand Montauban pour nous, à l'intercommunalité. Alors, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais je parle de mon expérience, de ce que je vis ici depuis 2014. Et on découvre tout d'un coup, parce que l'association a besoin de communication, d'un petit relais, que cette association, elle existe. Si on avait su qu'elle existait, peut-être qu'on l'aurait associée. Voilà, alors il y a des grandes associations, je vais citer
il n'y a pas de grande et de petite, excusez-moi, c'est pas bien dit ce que je vais dire, mais il y a des associations reconnues depuis longtemps, connues par tous. Je vais citer l'Association française des diabétiques, je vais citer la Ligue contre le cancer, France Alzheimer, France Parkinson. Elles sont connues au niveau national et on a des associations plus locales qui œuvrent tout autant au quotidien, mais qu'on ne connaît pas forcément. Or, parfois, c'est ces associations-là qui sont là tous les jours auprès des malades, des aidants, dont on a besoin, nous, politiques, pour avancer sur nos politiques locales. Mais justement, la question que j'ai envie de Je ne sais pas si je répondais vraiment à ce que... Si, non, mais c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est. Effectivement, c'est important de nous dire où est-ce que vous en êtes ici à Montauban. Mais pour vous, à quel niveau est-ce que vous placez l'expression citoyenne? Finalement, quel est son poids dans la démocratie en santé? Pour moi, il est primordial. Parce qu'en fait, c'est l'expérience du terrain qui va faire que nous, on va orienter telle ou telle action. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par où est-ce que je la place. Pour moi, c'est presque en premier. Et ça devrait l'être. Vous restez encore un petit peu avec nous? Le temps de peut-être de démarrer les échanges, on va voir. Mais donc j'en profite juste pour dire que je risque de m'échapper sans pouvoir, parce que je ne couperai pas les débats. Malheureusement, je vais pour un arbitrage financier pour la santé. Donc je crois qu'il est essentiel parce qu'il faut un petit peu de moyens aussi pour faire tout ça. Vous le savez tous. Au-delà, nous, de subventionner beaucoup les associations pour tout ce qu'elles font et de les accompagner sur les différentes manifestations, il nous faut aussi un petit budget pour pouvoir faire des choses au quotidien. Voilà, donc quand je m'échapperai, je vous prie de m'excuser. Mais je reste un peu. Vous êtes toute excusée, Madame Melan. On va passer la parole à Jean-Arnaud Elissalde, qui est vice-président de la Fédération française des diabétiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Elissalde, à propos des nouvelles organisations au sein de la fédération? Vous m'avez dit aujourd'hui, c'est le principe de l'holacratie. Alors, qui connaît ce terme d'holacratie? HO. Je vous laisse nous l'expliquer. Oui, alors avant de nous expliquer l'holacratie, il y a un postulat qu'il faut qu'on ait conscience. Le vivant a de toujours évoluer pour s'adapter à son environnement. Une association, c'est du vivant, au-delà des hommes et des femmes qui la composent. C'est une organisation vivante et qui doit évoluer en fonction de l'environnement dans lequel il est. Et on se rend compte de la difficulté, on en est les témoins au quotidien, pour nos associations d'exister dans un environnement qui évolue. Vous l'avez dit, avec la prise en compte de la santé à différents niveaux. Ça n'était pas le cas il y a quelques années pour la ville, avec aussi ce qu'on attend de nous, de la part des institutions des pouvoirs publics. Donc au niveau de la Fédération française des diabétiques, on a fait évoluer, c'est une vieille association, elle a plus de 80 ans, 85 ans. On l'a fait évoluer dans sa dernière version. C'est la gouvernance qu'on a décidé de changer et on a mis en place donc ce qu'on appelle l'holacratie, la sociocratie, qui est un mode de gouvernance alternatif. On pourrait croire que l'associatif, c'est quelque chose de très circulaire. On imagine toujours l'associatif comme une assemblée générale, une voix, une personne, on débat. C'est la chose peut-être la plus démocratique. Dans les faits, il n'en est rien. L'associatif est quelque chose de très pyramidal, proche du militaire ou du religieux, le cadre s'y prête. Parfois même plus que les entreprises aujourd'hui. Il est inconcevable qu'une personne puisse atteindre le poste de président s'il n'est pas passé par adhérent, le bénévole qui met les chaises dans la table sans rien dire, au bénévole qui a le droit de faire signer, puis après le poste de secrétaire adjoint. Il écrit bien, il est secrétaire, puis pourquoi pas trésorier, et enfin le Graal président. On est vraiment dans une construction très pyramidale. Aujourd'hui, l'holacratie, c'est une autre vision. C'est pas propre à l'associatif, ça nous vient de l'entreprise, ce qu'on appelle l'entreprise libérée, c'est très à la mode, mais en tout cas ça répond à un besoin sociétal, et donc nous on s'en est inspiré, qui dit que en fait chacun a des compétences, quelles qu'elles soient, et que l'important est que chacun puisse amener sa compétence à la raison d'être de l'organisation. La raison d'être de l'organisation, c'est le projet associatif, c'est pourquoi on existe. Et c'est déjà important, c'est ce que disait hier Gérard Raymond, pourquoi on existe. Si on ne sait pas pourquoi on existe, qu'est-ce que l'on fait? Et donc individuellement, pourquoi je suis là? Donc l'homme ou la femme, à chaque fois je mettrai l'homme avec un grand H en tant que tel. Moi, Jean Arnaud, dans l'organisation, je ne suis rien. Par contre, le rôle que je tiens dedans, celui que j'énergise, comme on dit, lui a une importance parce que derrière ça,
En l'occurrence, moi, ce qui me concerne, c'est la communication et la collecte de fonds. On a des objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Et c'était pas prévu, mais je vais compléter un peu. Il a un intérêt, et vous l'avez souligné hier, pour les associations, fédérations qui ont des salariés. C'est comment on articule finalement entre les salariés et les bénévoles, administrateurs qu'ils sont. Quelle hiérarchie? Finalement, la hiérarchie, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une hiérarchie? Et en fait, nos rôles peuvent être complémentaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à un administrateur? Qu'est-ce qu'on demande à un président? Qu'est-ce qu'on demande à un trésorier? Des fois, on demande beaucoup de choses au président, des choses qui ne sont pas ce qu'il devrait faire, choses qui font que ça fait peur aussi aux suivants, en disant « mais moi, je ne peux pas faire tout ça ». Donc, comment est-ce qu'on est capable de formaliser ça? L'holacratie est un mode de gouvernance qui permet de formaliser les choses sous forme de rôle. On les décrit. Une image très simple, c'est la maternelle. Il y en a un qui est là pour effacer le tableau, un qui est là pour ramasser les cahiers, un qui est là pour arroser la plante, un qui est là pour nourrir le poisson rouge. Le rôle peut tourner en fonction des envies ou autres, mais chacun a son rôle dans l'organisation. Et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Si il n'y a personne pour commander le papier, on pourra avoir le meilleur communicant qu'on veut, on n'aura pas de papier dans la photocopieuse. Donc c'est un peu ça l'holacratie, c'est de formaliser ce dont on a besoin collectivement pour faire vivre l'organisation et comment, au-delà de la personne qui l'énergise, quelle est la personne la plus compétente pour le faire à un instant donné. Est-ce que ça veut dire que selon ce principe holacratique, je ne sais pas si on peut dire ça, on va vers en termes de management, on va vers plus de fluidité entre salariés et bénévoles? Alors on va forcément vers plus de fluidité parce que comme les choses sont écrites, il n'y a pas beaucoup de contestation. C'est-à-dire que si moi, mon rôle, c'est d'arroser les plantes, si les plantes ne sont pas arrosées, n'importe qui vient dans la pièce peut me dire les plantes meurent, Jean-Arnaud, tu ne fais pas ton rôle. Pourquoi tu ne fais pas ton rôle? Parce que je n'ai pas le temps. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu es à ton bon rôle? Et c'est quelque chose d'objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Jean-Arnaud, tu n'arroses pas les plantes assez souvent. Jean-Arnaud, tu devrais arroser les plantes comme ça, parce qu'on est très fort dans l'associatif. Tu devrais faire comme ça. Et bien souvent, avec les plus jeunes qui arrivent... Ça sent le vécu. Bien souvent, avec les plus jeunes qui arrivent, tu sais, moi, je faisais comme ça, et du coup, une fois, deux fois, trois fois, puis après, le petit jeune qui arrive, il prend la porte. Parce qu'il dit, voilà, les choses évoluent. Donc, c'est important. Donc, ça va vers plus de fluidité parce que chacun sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas non plus de consensus ou de majorité à avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas le moyen qui compte, c'est le but. C'est-à-dire que si le but, c'est que la salle soit installée de façon pratique pour une table ronde, la personne à qui on a confié cette mission-là a toute liberté de le faire. Chacun ne va pas arriver en disant moi je mettrai plus 6 chaises, 5 chaises, 3 chaises. Allez, on vote qui est pour 5 chaises, qui est pour 3 chaises. Et là, tout le monde a son avis et surtout un avis. Alors qu'en fait, non. On a des personnes qui sont compétentes et bien souvent, nos salariés que l'on embauche dans les associations, on les embauche pour leurs compétences. En communication, en marketing. Moi, je lui ai dit, je fais de la collecte de fonds. Je n'ai pas du tout le niveau du salarié avec qui je travaille. Et je lui fais confiance. Si elle me dit, il faut qu'on envoie 7 emails et pas 6 cette année parce qu'on s'est rendu compte, OK, acte. On verra. L'indicateur, il est fixé. Le résultat, on le sait. C'est-à-dire qu'on l'a fixé ensemble. Temps de retour sur investissement. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur la collecte de fonds. Et après, on le mesure. On n'est pas là pour discuter tout l'opérationnel. On est là vraiment pour faire du stratégique. Quand on est administrateur, on est là pour faire du stratégique. Dans les faits, quand on est bénévole d'une association plus locale, je suis d'accord, on est là aussi pour de l'opérationnel, mais c'est important de savoir déléguer et surtout faire confiance. C'est sûrement pas comme ça qu'on l'aurait fait. Souvenez-vous, quand vous avez attaqué à cuisiner avec vos parents, grands-parents, qui vous disaient tu devrais faire comme ça, ça vous énervait. Et au final, quand vous avez la chance de faire vous-même votre gâteau, votre plat, vous l'avez fait comme vous le voulez, et il n'est pas moins bon, il n'est pas meilleur, il est différent. Vous avez pris ce qu'il y avait de meilleur avant, vous l'avez accommodé à vous, vos compétences, votre savoir, votre expérience, et vous en avez fait quelque chose. Et c'est ça. Et il faut dépasser le côté... comme je dis souvent, on a un avis sur tout et surtout un avis. Voilà, il faut faire confiance. C'est la confiance réciproque. Et du coup, l'équilibre salarié-bénévole marche très bien parce qu'on sait chacun ce que doit faire l'autre et comment chacun aussi, son inaction, peut avoir un impact sur l'autre. On parle souvent de « il a fait ça, donc je n'ai pas pu faire », mais parfois ne rien faire, c'est aussi impacter le travail de l'autre. Et donc, du coup, l'organisation au global. Il y a une notion de respect qu'on comprend aussi là, qui est importante. Il y a une grande notion de respect. Ouais. Avec du recul, quelle est finalement, Jean-Arnaud, votre vision de la manière dont une association nationale révise son projet, son modèle associatif et ses missions? Vous m'avez dit pouvoir faire fonctionner une structure au-delà des hommes. Oui, je pense que c'est important. Alors, quel que soit le niveau, national ou local, c'est qu'est-ce qui se passera une fois que je ne serai plus là? Nul n'est éternel, d'autant plus quand on est malade ou quand on est âgé, ce qui représente déjà 2 gros collèges de nos associations. On oublie les autres, je ne les oublie pas, mais déjà c'est 2 gros collèges où on sait que notre pérennité dans ce monde est
est fragile. Donc c'est comment est-ce que je suis capable, non pas de créer une association à ma gloire ou à mon image, mais de servir, ça pourrait être la même chose pour les politiques, hein, permettez-moi, hein, mais c'est comment je suis capable, non pas d'avoir une rue à mon nom ou un pont à mon nom, hommage à Chaban-Delbas, mais comment je suis capable en fait que finalement l'organisation m'oublie, et c'est peut-être la plus belle récompense quand on oublie, quand on ne se souvient que du collectif. C'est pas un homme, moi je viens du milieu du sport, du rugby. Dans le rugby, tout le monde est accepté, on a besoin de tout le monde pour jouer. Si vous êtes tout seul, vous ne jouez pas, vous amusez pas. Et mon grand-père disait, un joueur phare, c'est pas un joueur qui éblouit, c'est un joueur qui éclaire. Et je pense que c'est ça le rôle d'un responsable associatif, c'est ne pas d'éblouir, mais c'est d'éclairer pour pouvoir guider. Juste, je voulais rebondir parce que vous l'avez fait un peu pour moi, mais effectivement, j'étais en train d'y penser que pour nous, les politiques, c'est la même chose, et surtout sur une politique locale. Je ne m'aventurerai pas à parler de notre politique plus haut. Mais au niveau politique locale, c'est ça aussi. Notre rôle à nous, on est de passage, on est là un certain temps. C'est aussi d'éclairer, d'accompagner. Nous, la politique de santé au niveau local, elle ne serait rien s'il n'y avait pas les associations. Et ça, je ne l'oublie pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez à nos côtés et qu'on soit à vos côtés. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de vous accompagner juste quand il faut vous mettre à disposition des tables, des chaises pour une manifestation. Il faut accompagner au quotidien. Moi, j'ai la chance sur la ville de Montauban, qui est en plus ville-préfecture, on a beaucoup d'associations qui sont départementales, mais comme elles sont sur la ville, gentiment, elles nous invitent régulièrement à leur conseil d'administration. J'essaie d'aller au maximum de ces conseils d'administration, puisque c'est là qu'on peut voir tout ce qui se passe. Les AG, c'est encore un autre moment, et là, bien sûr, c'est impératif, c'est une fois par an, parce que là, on rencontre plus de monde, on peut discuter avec un petit peu plus d'usagers, puisqu'au conseil d'administration, on va rencontrer... mais on rencontre aussi les salariés, et je crois pouvoir dire justement, je pense que le modèle que vous souhaitez voir venir, c'est celui qui va correspondre, et il faut vraiment une implication. Et on sent bien ces associations, quand il y a cette harmonie entre les salariés et les bénévoles, c'est des associations qui avancent et qui portent beaucoup de choses, et que nous, on essaie d'accompagner au mieux. Mais voilà, je vous rejoins là-dessus, c'était ce que je voulais dire. Mais vous faites bien. Jean-Arnaud, juste avant de passer la parole à Laurie pour voir les nouvelles organisations adaptées aux nouveaux modes d'engagement, une dernière question, parce que la Fédération française des diabétiques, elle est innovante, hein, on le sait. On pense à la mise en place en 2015 du Diabète Lab, notamment un laboratoire d'usage pour tous les diabétiques. Avant cela, le concept du patient expert. Justement, dans ce nouveau mode de gouvernance, comment est-ce que les patients diabétiques s'y retrouvent finalement? Est-ce qu'ils sont partie prenante de ces innovations? Alors, vous l'avez dit, hein, la Fédération française diabétique est une association innovante. C'est sûrement pour ça que je l'ai rejoint, moi, il y a quasiment 18 ans. Je suis la moitié de ma vie au sein de cette association. J'en suis devenu administrateur il y a une dizaine d'années, donc un tiers, en gros. Tout simplement parce qu'elle a toujours su proposer quelque chose tourné vers l'avenir. Le premier pas, rapidement, on va faire un historique rapide, mais 2003, le patient acteur de santé, hein, c'était notre programme, c'était une association de patients, elle doit appartenir aux patients. Alors on n'a pas mis tout le monde dehors, mais on a redit aux professionnels qui gouvernaient notre association, c'est bien, vous êtes diabétologue, mais c'est une association des diabétiques, comme son nom le dit. Donc vous êtes des partenaires, mais l'association nous appartient. Vous l'avez dit, 2008, le patient expert. Aujourd'hui, tout le monde parle de patient expert, tout le monde s'en gargarise, tout le monde veut son titre, patient expert, patient partenaire, patient intervenant, patient. On ne sait plus quoi dire. En 2008, c'était quelque chose qui faisait peur à tout le monde, qui n'existait pas d'ailleurs. Le concept venait d'outre-Manche, venait de d'autres pays, mais en France, on ne savait pas. Donc on a monté notre propre formation, on est allé défendre notre projet pour avoir nos propres subventions, former nos propres patients, monter nos propres programmes qui n'étaient pas de l'éducation thérapeutique, puisqu'il n'y a pas de thérapeutique, ce sont des bénévoles qui le font, mais qui était un programme d'accompagnement qui aujourd'hui est calqué sur l'éducation thérapeutique que beaucoup connaissent, et c'est ce qui en a fait une référence. 2015, le Diabète Lab, ce Living Lab qui a permis finalement de redonner le pouvoir aux patients, de dire c'est très bien, vous, industriels, vous allez décider comment mon téléphone de demain doit être fait, mais finalement, si c'est moi l'utilisateur du téléphone, est-ce que c'est pas plutôt à moi de vous dire comment il doit être fait? Pareil pour les politiques, pour le coup les politiques nationales, vous allez dire on va vous rembourser tel médicament plutôt que tel médicament parce qu'on a une étude qui montre que sur l'hémoglobine glyquée, les diabétiques, on est les rois de la donnée médicale, hein, on en génère des tonnes et des tonnes toutes les minutes.
c'est celui-là qu'il faut. Non, nous on va vous le dire, on va l'analyser en vie réelle, on va aller au plus près. Et ce ne sont pas des chercheurs que l'on a, ce sont des docteurs en sociologie, des psychologues de la santé qui vont vous dire, certes, votre comprimé, là, il est très très bien en laboratoire, sauf que dans les faits, dans la vie, Living Lab, il n'est pas du tout adapté. Donc ça a été une grande avancée. Et donc la dernière étape a été la gouvernance. Et pour finir, aujourd'hui, le diabétique lambda, il ne sait pas. Le diabétique, Gérard l'a dit hier, on est sur 4 millions de diabétiques. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache, dans les 4 millions de diabétiques, que la Fédération française des diabétiques a mis en place l'holacratie. C'est de la gouvernance, c'est de la structuration interne. Et lui, il s'en moque d'ailleurs. Tant que le résultat est là, tant qu'aujourd'hui les avancées sur le permis de conduire, les métiers interdits, le remboursement des capteurs, la boucle fermée, hybride, le pancréas artificiel, demain l'éducation thérapeutique, la place du patient expert, tant que tout ça avance, lui se moque de la cuisine, tant que le plat est bon. Merci Jean-Arnaud. En voyant d'autres organisations adaptées au nouveau mode d'engagement avec Laurie Ménard, par exemple, sur la question de l'acquisition de compétences et d'expériences. Laurie, vous êtes jeune diplômée en communication et en santé. Vous allez nous apporter votre témoignage en tant que jeune professionnel qui arrive sur le marché du travail. Vous avez fait donc des études en communication et en santé. Vous avez travaillé dans 2 établissements, l'Institut Bergonié pendant 5 mois, Institut Cancer, où vous étiez lié interne avec les professionnels de santé, et également le centre hospitalier de Bergerac pendant quelques mois, également 7 mois. Vous avez été le lien externe sur la commission des usagers au sein de l'établissement. Quelle expérience a été la plus formatrice, j'ai envie de vous demander? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que j'avais pas les mêmes missions, j'avais pas la même connaissance non plus de ce secteur. Quand je suis rentrée à Bergonié, je ne connaissais absolument rien au secteur de la santé. Je suis rentrée par une opportunité finalement et j'ai découvert un secteur qui avait très prometteur, qui vraiment avait beaucoup de potentiel. Et à l'Institut Bergonié, il faut avouer que j'ai trouvé des médecins qui étaient très dévoués à leurs patients. Une place importante pour les associations de patients parce qu'ils ont des espaces de rencontre et d'information, parce qu'il y a une grande communication qui est faite vis-à-vis des associations, parce qu'on crée des événements justement pour les associations de patients. Et donc j'ai voulu continuer sur cette lancée parce que je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin, notamment avec une nouvelle dynamique. Et donc je suis rentrée au CH de Bergerac, toujours par une proposition. On m'a proposé de participer à un projet qui s'appelle la démocratie sanitaire, que je ne connaissais absolument pas. Et c'est vrai que honnêtement, si j'avais sélectionné ce stage, comment on m'en avait parlé, je n'y serais jamais allée. Si je n'avais pas fait de renseignements avant, parce que, pour tout vous dire, ce qu'on m'a dit, c'est « tu feras des questionnaires de satisfaction ». Voilà. Effectivement, c'est pas très sexy. Voilà, non. Donc c'est vrai que j'avais creusé un peu plus loin et j'avais vu notamment qu'il y avait des associations de patients qui étaient là justement pour représenter les droits des usagers et qu'il était important justement de les mettre en évidence dans des instances de santé finalement. Et donc je suis rentrée à l'hôpital. C'était un projet qui venait de se monter il y a 2 mois. Et donc avec les représentants des usagers, on a vraiment créé un contact finalement avec les professionnels de santé. On a créé de la communication pour essayer de se faire connaître et essayer aussi de trouver toutes les opportunités pour adhérer de nouveaux membres. Alors, on l'a compris, vous êtes très intéressé par ces questions de participation et de représentation des usagers. Quelle est finalement votre vision, on va dire, en tant que futur professionnel qui souhaite s'engager à la fois dans la communication et la santé? Peut-être un retour d'expérience, les points forts à améliorer, etc. Alors déjà, il faut savoir que moi, quand j'étais au CH de Bergerac, c'était juste après la crise Covid. Et c'est vrai qu'on voit vraiment qu'il y avait une crise de confiance, finalement, que ça soit entre les patients et les professionnels de santé. J'avais des représentants des usagers qui ne faisaient absolument pas confiance aux professionnels de santé. C'est-à-dire que quand on a essayé de caler des formations pour présenter les associations, que les managers nous disaient c'est pas le bon moment, on attend encore un petit peu. J'avais des représentants qui étaient un peu en colère parce qu'ils pensaient qu'on ne ferait jamais ces formations. C'est vrai qu'il y avait cette crise de confiance. Et donc j'ai été finalement la médiation, l'intermédiaire, parce que je prenais pas part, c'est-à-dire je prenais pas parti, que ça soit pour les représentants ou pour les professionnels. J'étais vraiment là pour comprendre le dialogue, comprendre là où il y avait des blocages,
et essayer justement de débloquer la situation. Je pense que finalement, il y a un vrai problème peut-être de dialogue, si je puis me permettre, où au fait, on a des professionnels de santé qui restent assez jargon médical, et on a des représentants des usagers qui, forcément, il y en a qui viennent du secteur médical, il y en a qui n'en viennent pas. Et c'est pas toujours évident quand on ne vient pas du secteur médical de se comprendre. Je pense que vraiment, il y a une amélioration à faire là-dessus, même si ça commence à se faire. Même si, voilà, il y a en point fort, c'est qu'on a quand même des directions dans les centres de soins qui sont impliquées. Et ça, c'est important parce que si vous avez votre direction qui est impliquée, vous allez avoir vos managers et vos professionnels de santé qui vont suivre. C'est comme une entreprise. Si la direction est impliquée pour faire un projet, forcément, vos collaborateurs vont suivre. Donc, on a des associations qui sont dévouées, on a des directions et des professionnels de santé qui veulent aussi apprendre, mais il faut pas briser les barrières, j'ai presque envie de dire, directement. Il faut y aller étape par étape. Certes, ça prend du temps. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué, mais avec une bonne communication et un bon dialogue, ça ne pourra qu'aller mieux. Finalement, selon vous, hein, Laurie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes s'engagent davantage dans ces associations et ces représentants d'usagers ? Alors, c'est une bonne question. Pour que les jeunes viennent dans les associations, je pense déjà que c'était très intéressant de vous entendre hier aussi, mais je pense que d'abord, il faut que, en tant qu'association, vous fixiez ce pourquoi vous voulez que les jeunes vous rejoignent. Est-ce que c'est pour du bénévolat ? Est-ce que c'est pour du volontariat ? Pour quel type de mission ? Parce qu'en tant que jeune, on est actuellement en recherche de postes ou de missions qui sont porteurs de sens. On est vraiment finalement là pour vous aider, oui, pour mettre des actions en place, mais on a besoin finalement de savoir pourquoi on va faire ça et qu'est-ce que vous attendez de nous. Parce que j'en entendais hier certains, et c'est très intéressant, qui étaient là, oui, si c'est 2 heures dans la semaine, c'est très bien, et d'autres qui, au contraire, qui parlent plus de journées, de choses comme ça. Il faut, au bout d'un moment, peut-être juste se poser et fixer finalement un cadre de ce que vous attendez des jeunes et aussi quelle cible vous souhaitez attirer. Est-ce que c'est plutôt des étudiants en médecine et du coup, vous gardez un dialogue beaucoup plus médical ? Est-ce que ça sera plutôt des jeunes qui, au contraire, du grand public et donc plutôt peut-être viser les réseaux sociaux et gagner en communication ? Je pense que finalement, une fois que vous aurez fixé ce cadre, vous pourrez par la suite trouver finalement ce que vous voulez. Après, il ne faut vraiment pas non plus hésiter. Il y a énormément d'associations. Il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des étudiants, que ça soit dans les écoles en leur proposant des projets, que ça soit dans les facultés également en proposant des stands. Vraiment, ces projets-là, moi j'en ai fait beaucoup dans mes formations, des projets avec des associations qui finalement, on se plaît à ce projet, on apprend à découvrir l'association, on construit quelque chose avec vous. Et finalement, derrière, moi, j'ai beaucoup de mes camarades qui ont été bénévoles dans l'association avec laquelle on a travaillé. C'est finalement une construction ensemble, c'est-à-dire un moment de partage. Je rejoins tout à fait aussi l'esprit finalement d'accompagnement, de formation. C'est aussi ce rôle qu'il faut avoir et aussi cette nécessité de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est porteur de sens pour nous, mais il faut aussi qu'on trouve un moyen de reconnaissance, qu'il faut aussi que vous acceptiez qu'on vous fasse des propositions et que derrière, ça puisse marcher à tous les plans. Et puis, c'est André Guinvarch qui disait, là aussi, qui soulignait l'importance du projet clair de l'association. Clarisse Hollande. Alors, moi, C'est allumé. C'est allumé. Ouais. Juste rebondir un petit peu, puisque je côtoie aussi des jeunes, des associations qui régulièrement disent comment on fait pour trouver des bénévoles. Donc, effectivement, une différence entre le bénévole, le volontaire. Nous, sur l'agglomération, nous avons un conseil local de la jeunesse, et justement, hier soir, nous l'avons installé, qui a beaucoup d'idées, qui souhaitent participer. Et je vous rejoins parce que pour échanger à la fois avec ces jeunes et avec les associations, les jeunes aujourd'hui, pour s'engager, alors il n'est pas question de dire il faut donner 2 heures, il faut donner 4 heures. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat aussi avant d'être en mairie. Maintenant, j'en fais un peu moins, où il est différent, on va dire. Mais j'en ai fait beaucoup. J'ai été présidente d'une association. Et pour avoir du monde dans l'association et renouveler ce monde dans l'association, je disais toujours, c'est pas une question de temps que vous aurez à donner. Venez, vous donnerez 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures.
Mais déjà, venez voir ce que vous pouvez apporter, ce que va vous apporter l'association. Parce qu'en fait, être bénévole ou être volontaire, hein, nous on en a eu, j'étais avant sur la politique de solidarité aux seniors, et on a eu quelques volontaires en service civique. Et d'ailleurs, certains ont été dans des associations, donc je vous rejoins complètement, pour avoir travaillé avec eux, puisqu'ils travaillaient sur un projet. Mais en fait, c'est donner envie d'eux, parce que ça soit le bénévolat ou le volontaire, c'est un échange. Et le bénévole, il va rester, il va donner s'il reçoit. Alors, il reçoit, c'est des richesses, c'est des échanges. Et je crois que c'est ça ce qu'il faut. Il ne faut pas refuser un bénévole. Moi, j'entends ça hein, des fois dans des associations. Ah non, mais s'il n'a qu'une heure à donner, c'est pas la peine qu'il vienne. Au départ, ça va commencer avec une heure. Sauf que si ce bénévole, il trouve quelque chose, il va aller vers un projet, il va vous accompagner, et puis d'une heure, et bien après, il comptera plus son temps, il se rendra même plus compte qu'il est là en permanence avec vous. Et je crois, moi, je sais que j'ai l'association hein, dans laquelle j'étais présidente, vraiment, je l'ai menée comme ça. Et il y avait 2 ou 3 membres, comme on dit, des anciens, je ne sais plus qui en a parlé, mais parfois ce rôle-là de dire ah oui, mais il faut que ça soit comme ça. Toi, vous en parliez tout à l'heure par rapport, on passe d'abord par la mise en place de la salle. Si on n'a pas fait des mises en place de salle, on ne peut pas accéder au poste à responsabilité dans une association. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus raisonner comme ça, mais effectivement, il y a encore des associations qui fonctionnent comme ça. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire évoluer. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais je crois qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. Merci beaucoup. Justement, on va voir maintenant le témoignage de Laura Astruy, qui est animatrice du pôle d'appui et de ressources handicap au Franca du Lot. Alors, les Franca, pour ceux qui ne connaissent pas, proposent un outil de sensibilisation, d'animation et de formation pour l'accueil des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ils portent une attention constante à l'accueil des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs et plus largement dans les espaces éducatifs. Expliquez-nous, Laura, quel est votre rôle dans cette association? Est-ce que vous pouvez présenter ce que vous faites qui amène les jeunes adultes aussi à s'engager? Et je précise que vous portez la voix de vos collègues et vous-même, vous êtes salarié. Hein. Je vais avoir mon propos en 2 parties, puisqu'effectivement, je vais porter un petit peu la parole de mes collègues et ma parole à moi, puisque j'ai un poste un peu spécifique. L'association départementale des Franca du Tarn-et-Garonne est en coopération avec l'association départementale des Franca du Lot. Très brièvement, l'association des Franca est une association d'éducation populaire qui a pour but de promouvoir l'émancipation, l'engagement et la participation, notamment des enfants et des jeunes. Sur le Tarn-et-Garonne, de nombreuses actions sont menées sur la question de l'engagement. Et après de multiples expériences et retours, l'expérimentation semble être une super porte pour favoriser l'engagement. Par exemple, les Franca 82 organisent des séjours de vacances éducatifs de la petite enfance, adolescence, et de nombreux jeunes, une fois ce cas passé, deviennent eux-mêmes bénévoles et ou volontaires pour préparer ce genre de projet. C'est également le cas lors des loisirs nomades qui sont organisés dans différents quartiers de Montauban. C'est un centre de loisirs éducatif à ciel ouvert où tout le monde peut venir, quel que soit son âge, en famille ou autre. Et encore une fois, il y a eu de nombreux jeunes qui ont participé et qui maintenant deviennent et s'engagent en tant que bénévoles dans ce projet. Donc ça, c'est en quelques mots ce qui se passe sur le 82. Et pour revenir un peu plus précisément sur ma fonction à moi, du coup, mon travail, c'est de promouvoir l'accès de tous les enfants et de tous les jeunes qui sont en situation de handicap. Donc situation de handicap vraiment au sens large, qui, si je puis dire, représente la diversité humaine. Que ce soit un handicap avec des problématiques au niveau moteur, mais aussi des maladies chroniques, mais également la santé mentale. Dans ce champ-là, je propose des temps de sensibilisation, d'éducation, on va dire, aux enfants et aux jeunes sur ce que c'est le handicap, ce que c'est la santé, ce que c'est la différence, avec toutes les notions qui viennent ensuite, le vivre ensemble, etc. Et c'est une porte d'entrée pour faire découvrir ce milieu-là aux enfants et aux jeunes qui peut-être plus tard déclencheront des vocations, qu'elles soient professionnelles ou volontaires, comme c'est le cas pour moi. Je propose aussi du coup des formations et des sensibilisations pour les jeunes adultes, dans le cadre par exemple des BAFA, donc des formations de brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, mais aussi auprès de toute équipe d'accueil de loisirs, accueil de jeunes enfants, sur ces questions de santé au sens large et de handicap.
Pourquoi est-ce que vous avez fait cette démarche de vous engager pour la Franca, pour une Franca, et qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous cherchiez? Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui? Pour moi, l'engagement, en tout cas dans le milieu vraiment spécialement du champ de la santé et du handicap, prend ses sources d'un côté très personnel, comme souvent, mais aussi des personnes que j'ai pu croiser, rencontrer, notamment via le biais d'associations, où je me suis peut-être pas forcément engagée de suite en étant jeune, mais j'ai eu, ce que je peux dire, la vocation professionnelle pour ce champ d'activité. Au Franca, j'ai eu l'opportunité d'être du coup embauchée pour justement répondre à cette mission de favoriser l'accueil inconditionnel de tous, qui est pour moi vraiment essentielle et importante. Donc j'en retire de la satisfaction évidemment personnelle quand je vois des situations très compliquées qui finissent par s'avérer gagnantes. L'enfant est accueilli, l'équipe est contente, la famille est soulagée. Donc c'est vraiment je donne, parce qu'en étant salarié, certes, il y a le contrat de travail, mais c'est pas parce qu'il est 17h qu'on oublie ce qui s'est passé juste avant, qu'on oublie la situation qu'on a eue, celle qu'on aura demain, etc. Et la même question que j'ai posée à Laurie tout à l'heure, avec votre retour d'expérience aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour susciter davantage cet engagement auprès des jeunes? Alors je rejoins tout à fait ce qui a été cité sur l'aspect est-ce qu'il y a vraiment une bonne quantité de participation possible en tant que bénévole? Parce que à titre personnel, il y a aussi le besoin d'avoir un travail financier, donc le temps à côté est peut-être plus court. Les études qui prennent aussi énormément de temps, notamment chez les jeunes. Je rejoins également le fait de faire découvrir, expérimenter. Ça donne vraiment des envies et des possibilités. Et aussi de diversifier les portes d'entrée dans les nouveaux enjeux qu'on a maintenant au niveau notamment du numérique, où je pense vraiment que c'est un atout pour attirer du monde. Merci beaucoup. On vous entendra à nouveau toutes les deux tout à l'heure, mais je voudrais qu'on parle transmission à présent avec Bernard Pradine, bénévole associatif, ancien professionnel de santé. Merci d'être là et de témoigner. Vous êtes ancien gériatre et vous avez souhaité transmettre ce que vous avez acquis pendant votre parcours professionnel et le faire au moyen du bénévolat. Dites-nous, Monsieur Pradine, pourquoi vous avez eu envie de vous engager dans diverses associations? Vous êtes notamment chez France Alzheimer. Alors, peut-être pour les raisons qui ont été évoquées par les personnes qui ont parlé précédemment et dont moi j'admire le discours, parce que je ne suis pas sûr qu'à leur âge, notre génération était à même d'avoir un discours aussi clair et aussi riche. Donc l'idée de la transmission, c'est un vieux fantasme qui traverse l'humanité. À l'ancienne, c'était la transmission, bien sûr, de l'artisan, c'était l'agriculteur, et c'était une transmission d'individu à individu qui est évidemment remise en question par les nouvelles façons de communiquer, et puis aussi par l'élévation du niveau et d'éducation, tout simplement. Donc, si vous voulez, quand on va chercher le mot transmission dans son origine, c'est-à-dire le dictionnaire Gaffio, puisque c'est un terme latin, on y trouve transmettre, action de faire retomber la faute sur un autre. Intéressant, hein? Et il y a aussi le verbe transmittere, qui est remettre, passer de l'autre côté, passer sous silence, cette fois. Donc on voit bien qu'il faut rester, allez, on va dire assez modeste face à ce défi, bien que ma voisine a évoqué le grec que nous parlons, grec ancien, nous les médecins. Molière n'est pas mort, donc, et qu'il y ait une explication de texte, ne serait-ce que sur la forme, je pense que peut-être il y a là, dès lors que les médecins directement dans la relation duel n'ont pas forcément le temps de vous expliquer les choses dans le détail, il y a peut-être la place, en effet, là aussi, pour un bénévolat explicatif, dès lors que ce langage est opaque. Mais encore une fois, moi, je suis venu plutôt avec l'idée de poser la question, c'est pour ça que je vous ai interrogé hier à plusieurs reprises, sur ce que vous pensez, vous, du rôle que peut jouer l'ancien professionnel de santé, soit en tant que RU, soit en direction des autres RU, avec, encore une fois, quelque chose qui n'est pas une fausse modestie, celle du sage chinois qui disait, en gros, que la lanterne, l'expérience est une lanterne qui éclaire derrière soi.
Cette notion de transmission, peut-être qu'on va y réfléchir avec notre philosophe tout à l'heure, parce qu'elle est importante. Mais Monsieur Pradine, en quoi vraiment cette volonté ancestrale de transmission est essentielle pour vous? Je pense qu'elle est essentielle pour des raisons assez égoïstes, sous des dehors altruistes. C'est le sentiment de ne pas, d'abord, de ne pas avoir envie de refermer le livre. Alors, est-ce que c'est parce que il y a, disons, un élan de vie avec une inertie qui porte dans ce sens-là à rester soignant sous une forme ou sous une autre? Est-ce que c'est parce que dès lors qu'on est à la retraite, on est délié en grande partie de la discrétion professionnelle, du devoir de réserve, qui nous ligote littéralement et qui nous empêche, en quelque sorte, de mettre les choses sur la table? J'écoutais à midi une discussion dans laquelle je ne suis pas du tout intervenu autour des déserts médicaux. Et on disait qu'il faudrait en revenir maintenant, évidemment, à des contraintes dès lors qu'on se retrouve dans une situation impossible, qui était très bien décrite, manque de médecins, féminisation de la profession, conception de la médecine qui a changé, le patient lui-même a changé. Et monsieur Elissalde, vous êtes un excellent exemple, malheureusement, je pense encore très très minoritaire, de ces personnes qui prennent vraiment leur pathologie en main. Mais nous avons passé, nous, de très nombreuses années quand nous protestions, les quelques-uns, dans les professionnels de santé, qui nous retrouvions tout maigres derrière nos petites pancartes et banderoles, bien seuls. Donc qu'il y ait effectivement la nécessité d'une mobilisation de la société face à un défi aussi grave que celui des déserts médicaux actuels qui sont en train de se généraliser, on peut dire, ça ne peut que me réjouir personnellement. Mais évidemment, si on en arrive à la contrainte, ça sera aussi un constat d'échec, bien sûr. À votre avis, la question que j'ai déjà posée à tout le monde sur cette table ronde, qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter davantage l'engagement des jeunes? Est-ce qu'il faut susciter une forme de motivation? La motivation des jeunes, moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Ma fille est médecin comme moi, dans la même spécialité que moi, donc il est probable que j'ai dû la motiver sans trop me rendre compte comment. J'imagine, à moins qu'elle ait un modèle à reproduire, puisqu'elle exerce pas très loin d'ici, d'ailleurs, au passage, à quelques kilomètres d'ici. Je suis pas très à l'aise avec ça. Je crois qu'évidemment, si on offre des conditions qui sont correctes, et c'était ce qui était déploré dans la discussion de midi, c'était que les médecins ne veulent pas aller s'installer à un endroit où il n'y a pas d'emploi pour leur conjoint. Enfin, voilà. Alors, s'impliquer dans l'associatif, il faut bien voir que, oui, bien sûr, je suis tout à fait favorable à ça, mais il me semble que, enfin, soyons clairs, ce qui permet de comprendre au mieux la médecine actuelle et son état, c'est la médecine elle-même, c'est la sociologie, c'est la philosophie, c'est la psychologie, mais c'est aussi la politique qui a été menée. Si pendant des dizaines d'années, sous la pression de syndicats médicaux ou parce qu'on veut réduire les dépenses de santé, on fait un numerus clausus, il va arriver un moment, si vous voulez, où on aboutit à la situation actuelle, plus les phénomènes qui étaient bien expliqués à midi à table. Et donc là, quand on va vouloir reprendre les choses en main, il faut bien comprendre une chose, et je m'en arrêterai là. Ce n'est pas directement, je sais, la réponse à votre question, mais ça en tient, puisque ce sont les jeunes de maintenant qui seront médecins. Quand j'ai commencé mes études en 1967, il y avait un brutal besoin de médecins formés rapidement. Et c'est ainsi que moi j'ai commencé mon premier stage en 5e année de médecine, en 4e année ancien régime. Bon, passons. 5e année de médecine, c'est pas normal. Donc il y a aussi les capacités, si vous voulez, des universités, et là M. Bruel est certainement mieux au fait que moi, de former massivement, rapidement des gens de manière à offrir à la population ce dont elle a besoin. Eh bien ça,
c'est pas un faux problème, hein. Alors il faut le regarder de près. Moi, je n'ai pas les solutions précises, mais en tout cas, j'espère qu'on ne recommencera pas ce qui, moi, m'avait poussé à prendre une spécialité tout simplement par crainte, en l'absence de formation, de ne pas avoir une vision assez globale pour faire une spécialité large comme la médecine générale. Que faites-vous concrètement aujourd'hui en tant que bénévole ? Beaucoup de choses, Ça passe aussi bien par, enfin pour ma part, mais bon, je suis pas sûr que je sois très intéressant, mais ça passe par un projet d'habitat inclusif qu'on a créé à Cahusac-sur-Ver et dont j'ai été le président de l'association pendant 3 ans. Ça passe par l'essai de créer un centre de santé public sur l'Aile Bijoux pour justement freiner cette problématique grave du non-accès aux soins. Ça passe par de nombreux écrits, des formations, des informations, de prendre la parole là où on me la donne, et par exemple de travailler aussi avec M. Bruel. Enfin, voilà, c'est extrêmement multiforme, hein. Alors après, la transmission, c'est une mission, hein, avec la notion, vous savez, militaire et religieuse qui s'y applique. Et moi, je suis toujours très étonné d'entendre, mais qu'est-ce que vous faites à la retraite? Vous vous occupez? Alors, l'air de dire, mon pauvre ami, ça peut être le moment quand même d'enfiler vos charentaises, et puis bon, parlez doucement, s'il vous plaît, là, nous, on n'est pas sourds. Bon, vous voyez, c'est un peu ça. Non, je ne m'occupe pas. J'ai le sentiment que ce que je fais, je dois le faire, parce qu'il y a des problèmes graves et qui relèvent en plus des compétences que j'ai pu acquérir tout au long de ma carrière, même si je suis conscient que les temps ont changé, en effet, et que, pour autant, je ne peux pas me prononcer sur tous aspects. L'exemple du diabète en est un. Il est évident que si nous discutions, moi, j'ai une expérience précise sur des patients précis, hein, qui étaient des gens avec... alors là, les hémoglobines glyquées, je ne vous dis pas ce qu'on admettait comme chiffre, hein, comme pourcentage. Voilà, donc je finis là-dessus.